Bonsoir à toutes et à tous et merci d'être au rendez-vous de ce 20h. Voici les titres. La France renforce son soutien au plan Sénégal émergent. Bruno Le Maire l'a annoncé aujourd'hui à sa sortie d'audience avec le chef de l'État. Le ministre français de l'économie et des finances a aussi salué les performances économiques du Sénégal. Choose Africa, c'est le programme qu'il est venu lancer à Dakar. L'initiative en financement de 1600 milliards de francs CFA, Choose Africa, vise à accompagner les petites et moyennes entreprises d'Afrique. Fête de l'indépendance, c'est l'heure des derniers réglages avant la répétition générale prévue ce dimanche. Ce soir, gros plan sur les services des eaux et forêts ainsi que sur le GPR de la douane. C'est l'unité spéciale antifraude. Dans ce journal, le portrait du général de brigade des sapeurs-pompiers, mort sec à 30 ans d'expérience dans la lutte contre les sinistres. La nouvelle usine de perfusion du Sénégal tourne à fond. Cette structure permet au Sénégal de réduire considérablement les importations. Jusque-là, plus de 2 millions de flacons étaient importés chaque année pour une valeur d'1 milliard de francs CFA. La production de solutions en médecine d'urgence, c'est le sujet à grand format. En sport, vendredi sport, l'actualité sportive du week-end et de la semaine au menu spécial Olympics de retour d'Abu Dhabi. La délégation a fait face à la presse. Il y aura également du basket et le programme de la Ligue 1 sénégalaise. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans ce journal. Je le disais en titre, la France va renforcer son soutien à la politique économique du président Macky Sall avec les nouveaux chantiers du plan Sénégal émergent. L'annonce est faite par le ministre français de l'économie et des finances qui s'est entretenu avec le président Macky Sall. Bruno Le Maire a souligné les belles performances de l'économie sénégalaise qui, selon lui, a fait partie des meilleures en Afrique avec un taux de croissance de près de 7%. Il a également été décoré par le chef de l'État, Bruno Le Maire, est au micro de Pape Biram Biguendiaï. Nous avons eu une excellente discussion avec le président de la République du Sénégal, M. Macky Sall. J'ai d'abord tenu à le féliciter pour sa réélection, sa brillante réélection. Saluer aussi les résultats économiques remarquables qui ont été obtenus par le Sénégal depuis plusieurs années, sous l'impulsion du président de la République et avec la mise en œuvre du ministre des Finances, mon ami Monsieur Amadouba. Donc nous avons regardé tous les sujets de coopération qui sont déjà sur la table entre la France et le Sénégal. Je pense en particulier au projet de TER, qui est un projet symbolique réalisé rapidement et qui maintenant doit se poursuivre et s'achever dans les meilleures conditions. Nous avons un certain nombre de grands projets comme cela qui sont en cours d'achèvement et qui marquent, je crois, la très bonne coopération économique qui existe entre le Sénégal et la France. Nous avons évoqué également la question de Choose Africa, qui est le grand projet porté par le président de la République Emmanuel Macron, qui vise à aider au développement des PME et des start-up partout en Afrique, en particulier au Sénégal. Et nous sommes convaincus que soutenir le développement financier des PME, des start-up au Sénégal et en Afrique, c'est un moyen d'accélérer encore la croissance en Afrique et de permettre au Sénégal de rester l'un des leaders de ce renouveau africain. Nous serons toujours aux côtés du Sénégal. Nous soutenons les choix de politique économique qui ont été faits par le président Macky Sall, qui donnent des résultats. Je regarde aujourd'hui dans les pays en développement quels sont ceux qui obtiennent les meilleurs résultats à travers toute la planète, pas simplement à l'échelle du continent africain. Le Sénégal fait partie de ces États. Donc les choix qui ont été faits donnent des résultats, améliorent la situation du Sénégal, permettent d'avoir un taux de croissance de l'ordre de 6% depuis les dernières années. Donc nous voulons réfléchir, et c'est tout le sens de ma visite, à un accompagnement encore plus fort du Sénégal dans cette période où le Sénégal est un exemple pour beaucoup de pays africains. Bruno Le Maire a procédé ce matin à Dakar au lancement de l'initiative Choose Africa. 2,5 milliards d'euros, soit 1600 milliards de francs CFA, seront accordés aux petites et moyennes entreprises. Cette initiative vise à accélérer leur croissance. Elle découle de la promesse du président Macron de soutenir les entrepreneurs africains. Les précisions de Aram Dao. C'est une France qui se veut partenaire des PME et des start-up africaines que Bruno Le Maire est venu représenter. Cette France, qui est à l'initiative de Choose Africa, l'objectif est d'accompagner 10 000 entreprises africaines
avec 2,5 milliards d'euros, 1600 milliards de francs CFA. Le 28 novembre 2017, devant les étudiants de l'université de Ouagadougou, le président de la République s'était engagé à ce que la France soutienne plus et mieux le développement des PME africaines. Et c'est ce visage historique, nouveau, des relations économiques entre la France et le Sénégal que nous voulons lancer aujourd'hui. 2,5 milliards d'euros seront dédiés aux PME africaines d'ici 2022, dont 1 milliard d'euros en fonds propres et 1,5 milliard d'euros en dette et en garantie. 2,5 milliards d'euros d'ici 2022, c'est un chiffre totalement exceptionnel. Les PME africaines sont réputées dynamiques, mais il est connu qu'elles butent considérablement sur les financements. Elles ne sont d'ailleurs que 20% à accéder au crédit bancaire. C'est dans ce contexte que le président Macky Sall a créé en 2017 la délégation à l'entrepreneuriat rapide dont je salue le délégué général ici présent, avec une dotation exceptionnelle de 30 milliards de francs CFA entièrement dépensés durant la première année. Cela a profité à 183 000 bénéficiaires. L'initiative Choose Africa constitue, à côté des efforts des organisations sous-régionales, de l'Union africaine à travers son agenda 2063, de la Banque africaine de développement, une réelle opportunité de financement et d'encadrement des micro et moyennes entreprises. Si cette initiative au profit de l'Afrique est lancée à Dakar, c'est pour relever un fait. Tout simplement parce que le Sénégal est le visage de l'Afrique qui réussit. Le visage de cet esprit d'entreprise qui donne des résultats stupéfiants, mais parce que vous avez, avec le ministre des Finances, avec le président de la République Macky Sall, défini une stratégie économique de développement. Et c'est cette stratégie qui a donné des résultats et qui vous permet aujourd'hui d'avoir un taux de croissance de plus de 6% depuis plusieurs années et d'avoir des perspectives solides. Et je le dis aussi comme ministre de l'économie et des finances de la République française, qui est attaché à défendre une stratégie économique durable pour la France. Il n'y a en matière économique que la persévérance et la stabilité qui payent. Je suis, comme on dit en France, scotché par la qualité de vos réalisations et par l'ambition économique qui est la vôtre. C'est au groupe AFD que revient la mise en œuvre de Choose Africa. L'initiative réserve plus de 40 milliards de francs CFA aux start-up du numérique. Après le lancement de l'initiative, Bruno Le Maire s'est rendu à la gare de Dakar, un des symboles du partenariat France-Sénégal. Bruno Le Maire, qui a pris part hier à la rencontre des ministres des Finances de la zone franc, s'est prononcé sur le franc CFA. Pour lui, cette monnaie apporte de la stabilité aux pays concernés. Il cite l'exemple du Sénégal et de la Côte d'Ivoire qui ont les meilleurs résultats économiques de la sous-région. Nous l'écoutons au micro de Aram Daou. Ces deux pays, Sénégal et Côte d'Ivoire, sont, au cours des dernières années, les pays en développement qui ont obtenu les meilleurs résultats économiques. Et je le dis pour tous ceux qui critiquent la zone franc, qui critiquent le franc CFA, et qui nous disent on ne peut pas réussir économiquement dans le cadre de la zone franc, c'est faux. Et le Sénégal et la Côte d'Ivoire sont deux exemples très convaincants qu'on peut réussir, et on réussit dans le cadre de la zone franc qui apporte de la stabilité et des garanties aux investisseurs. Religion, l'édition 2019 du Magal de Porokhane a vécu. Le ministre de l'Intérieur, à la tête d'une forte délégation, a représenté le chef de l'État. À l'occasion, le message de ce dernier a été livré au Khalif de Porokhane et à toute la communauté mouride. Claire Diop. C'est une forte délégation ministérielle avec à la tête Ali Ngouille Ndiaye qui a pris part à la cérémonie officielle ici à Porokhane. Au nom du chef de l'État, un message fort de solidarité a été livré devant Serigne Issa Mbacké, représentant de Serigne Mountakha Bassirou Mbacké, le khalife général des Mourides. Hier, le président nous a demandé de venir pour cette cérémonie avec une forte délégation composée de ministres qu'on a énumérés tout à l'heure, pour d'abord transmettre ses salutations et ses remerciements au khalife général
des Mourides qui non seulement avaient prié pour lui, mais également avaient prié pour des élections apaisées. Et alhamdoulilah, ça s'est très bien passé, donc nous sommes venus le remercier pour cela et également lui demander de renouveler encore ses prières parce que le président doit prêter serment le 2 pour que Dieu lui donne en tout cas un bon quinquennat. Le ministre est également revenu sur les efforts consentis par l'État pour la modernisation de la cité religieuse de Sokhna Diarra. Donc ça concerne donc l'école Seigne Bassirou Mbacké, ça concerne également les travaux d'infrastructure pour enjamber ici donc au niveau donc de la vallée. Ça concerne également les travaux qu'il y a lieu de faire ici pour la salle de conférence, pour l'esplanade donc qu'on va réaliser. En tout cas, pas mal de travaux qui ont déjà été entamés et qui sont réalisés en très grande partie. Prenant la parole, Serigne Bass Abdou Khadr Mbacké a, au nom du Khalife général des Mourides, remercié les délégations, non sans rappeler aux talibés les bons comportements du musulman. La bonne organisation de cette édition du Magal a été saluée. Des prières ont été formulées à l'occasion pour les talibés et pour la paix dans le pays. Assurance qualité en collaboration avec l'ANAQ-SUP. L'ANAQ-SUP, le Fonds de financement de la formation professionnelle et technique 3FPT, a organisé un atelier de 2 jours. Objectif, former les experts dans le domaine de l'assurance qualité en vue d'une évaluation ultérieure des organismes demandeurs. François Selka. Cet atelier a réuni une 50aine d'experts. Ils ont partagé sur les processus d'accréditation et de labellisation. Les discussions ont porté sur le sous-secteur de la formation professionnelle, le guichet assurance qualité et les modalités de collaboration entre les experts externes et 3FPT, comprenez le Fonds de financement de formation professionnelle et technique. Vous savez, quand vous faites quoi que ce soit et que vous ne le mesurez pas, vous ne pouvez pas progresser. Alors le principe et l'idée, c'est ça, c'est à mesurer régulièrement ce que les gens font dans un souci d'amélioration continue. Pour réussir sa mission, il est nécessaire pour 3FPT d'agréer et d'outiller des experts externes. Aujourd'hui, 152 experts sont sélectionnés. Ils seront chargés d'évaluer les organismes de formation demandeurs. Ce dispositif d'assurance qualité nous permet 2 choses. D'abord, de faire de la labellisation des centres de formation professionnelle, technique, privés comme publics, mais aussi de faire l'accréditation des offreurs de formation publique comme privée. Alors l'atelier donc nous a permis de former les experts qui ont été recrutés. Créé depuis 2014, le Fonds de financement de formation professionnelle et technique 3FPT, en collaboration avec ANAQ-SUP, s'attelle à promouvoir le développement de la culture d'évaluation, une nouveauté dans notre pays, et 3FPT veut être pionnier dans ce domaine. Formation professionnelle toujours, le centre dédié au métier du tourisme à Ziguinchor, les travaux réalisés à près de 80%. Le directeur général de l'ONFP a visité le chantier. Il a rappelé à l'occasion l'importance de cette structure pour le développement du tourisme en Casamance. Bachir Dumba. Dans l'enceinte de la chambre de commerce de Ziguinchor se dresse un édifice encore en chantier. Il s'agit du centre satellite de formation professionnelle en restauration, tourisme et hôtellerie. Il faut se féliciter de l'état d'avancement. Cette construction-là, puisque ça se fait de manière participative et inclusive. Et des idées viennent en marchant. Un pôle d'émergence touristique, la Casamance, doit avoir des ressources humaines de qualité. Ce cluster répond à une attente très forte de la profession touristique. J'avais demandé à l'État d'accompagner le secteur pour pouvoir fournir un service de qualité au secteur du tourisme. Cette norme de travail-là ne s'invente pas par soi. Elle est préétablie. Et donc, c'est la conformité à cette norme-là qui conditionne la qualification. Ici, les 170 apprenants, dont des professionnels, évolueront dans un environnement identique à celui des réceptifs hôteliers. Il y aura un hôtel d'application dans ce centre. Il y aura un restaurant d'application qui doit respecter le fonctionnement normal d'un restaurant. Vous voyez, donc on traduit dans le centre
l'exercice du métier dans le réel. Il y a un accompagnement au niveau du ministère du Tourisme dans le volet microtourisme avec une enveloppe assez consistante qui permet à ces jeunes qui sont déjà formés de s'auto-employer. D'un coût d'1 milliard de francs CFA, le centre sera confié aux professionnels au sein du cluster. Une bonne nouvelle pour le secteur du tourisme en Casamance et au Sénégal. Place au chapitre dédié aux préparatifs de la fête de l'indépendance. Les services des eaux et forêts et parcs nationaux ont procédé au dernier réglage avant la grande répétition générale prévue ce dimanche. Cette année, plus de 300 agents vont représenter ce corps au défilé Salou Sec. Nous, on est un corps paramilitaire, on doit montrer l'image des parcs nationaux. Et l'image des parcs nationaux va se montrer par rapport à votre dévouement, par rapport à votre comportement, par rapport à votre abnégation. Le message est clair. La fête de l'indépendance, c'est pour nous. Il est de notre devoir de montrer notre puissance et montrer à nos collègues que nous aussi, on peut faire comme eux. Assurer un sans faute lors du défilé sur le boulevard du Général de Gaulle, c'est l'objectif des eaux et forêts et parcs nationaux. Il représente d'abord le ministère de l'Environnement et à travers le ministère de l'Environnement, la direction des eaux et forêts et de la conservation des sols. Et il faut qu'ils sachent qu'ils sont suivis par ces autorités-là et qu'ils se doivent en tout cas de donner le meilleur d'eux-mêmes pour que la représentation du service puisse se faire dans les meilleures conditions. On tend, on verrouille. On fixe la lutte du camarade de devant. Le balancement, c'est à la hauteur de son épaule. Quand c'est trop haut, c'est visible. Si c'est trop bas, ça casse l'harmonie. Sous les ordres du commandant Camara et du lieutenant-colonel Diop, ils défilent en conditions réelles comme le jour J. Tout est calé de façon générale, mais on n'est jamais tout à fait prêt. Il y a toujours des réglages jusqu'au dernier moment. Il s'agit quand même du défilé national. On n'a pas le droit donc de faiblir. Il faudrait qu'on soit là et qu'on puisse représenter dignement la direction des eaux et forêts. Des jours durant, les 2 détachements qui vont représenter les eaux et forêts et parcs nationaux sont soumis aux répétitions intensives. Les parcs nationaux sont faits prêts. Et vraiment, tout a été vraiment rédigé dans les règles de l'art. Donc, il reste peut-être à parfaire quelques détails. Cette année, non seulement les parcs nationaux ne vont pas participer uniquement pour participer, mais on est venu pour compétir et prendre la coupe. 312 éléments vont représenter les eaux et forêts et parcs nationaux au défilé du 4 avril sur le boulevard du Général de Gaulle. Toujours au chapitre des préparatifs du 4 avril, focus à présent sur le GPR de la douane. Le groupement de recherche et de répression est une unité spéciale dédiée à la lutte contre la fraude dans les stupéfiants et la criminalité transnationale. Le GPR est basé à Thiès et ses éléments mènent des patrouilles sur le territoire national. Abibou Mbaye a suivi quelques-unes de leurs opérations. GPR, 3 lettres pour un gros plan sur la fraude douanière. Un quartier général qui a fière allure à Thiès. Le groupement de recherche et de répression de la fraude. Cette unité est née en 2009 des centres du GIR, groupement d'intervention et de recherche, basé à Dakar. Sa mission, c'est essentiellement rechercher, constater et réprimer la fraude sous toutes ses formes, ainsi que celles relatives au trafic des stupéfiants, au trafic des drogues, au blanchiment des capitaux, et à la lutte contre la criminalité transnationale organisée. Elle a été basée à Thiès pour des raisons purement stratégiques, parce que comme vous le savez, Thiès est une ville carrefour, donc où pratiquement tout transite. La théorie s'arrête là, passons à la pratique. Ces hommes sillonnent l'ensemble du territoire. Une compétence nationale acquise envoie ces hommes en patrouille. Il y a les agents qui sont là en train de faire un service de barrage. Il y a les véhicules qui sont contrôlés, les véhicules qui entrent à Thiès directement ou bien qui traversent la ville de Thiès. Donc c'est des contrôles qui sont récurrents ici. Et je pense que depuis 2016, si on note bien, tous les résultats presque qu'on a fait au niveau du groupement de polyvalence de recherche ont été effectués à ce point. Les contrôles consistent sur les contrôles documentaires du véhicule d'abord, parce que vous avez constaté qu'on a contrôlé un véhicule d'immatriculation étrangère, en l'occurrence la Gambie. On a contrôlé le passe avant. Et on a contrôlé vraiment à l'intérieur s'il n'y avait pas d'autres marchandises interdites. Un autre point de contrôle, Togoulou, sur l'autoroute à péage. Le GPR se déploie sur cet axe. L'érection de cette autoroute Ila Touba induit forcément des changements dans le dispositif de contrôle douanier.
qu'il y a un changement, un détournement de trafic sur l'autoroute Ila-Touba. C'est la raison pour laquelle notre unité, qui est d'abord une unité à compétence nationale, se déploie de temps en temps au niveau de la gare de Toglou. La gare de Toglou a été choisie pour d'abord par rapport à sa position stratégique, parce que c'est la principale gare où tout passe. Le trafic doit aller vers Touba, vers les régions, principalement vers Mbour, etc. Tout transite au niveau de la gare de Toglou. En quittant Toglou, le GPR tombe sur un véhicule non immatriculé, escorté jusqu'au QG pour vérifier si le dédouanement est bien fait. Quand la nuit tombe, le GPR ne dort pas. Parfaite illustration du bien fondé de cette unité. Cette arrestation spectaculaire. Les agents ont interpellé un véhicule immatriculé à l'étranger. Mais quand on a remarqué que le véhicule ne détenait pas de documents, il n'avait qu'un ordre de mission. Et l'ordre de mission, normalement, le véhicule devait sortir du pays. C'est là qu'on a eu des soupçons. On lui a demandé, effectivement, sur l'ordre de mission, il y avait 2 autres véhicules. Les soupçons ont été attirés. Donc, à partir de là, ils ont attendu. Effectivement, un deuxième véhicule est venu. Donc, il y avait un itinéraire bien déterminé. Donc, l'itinéraire, c'était Dakar, Mbour, Kaolack, ainsi jusqu'à Kidira. Mais ils ont détourné le chemin pour venir à Thiès. Et là, après questionnement, ils ont dit qu'effectivement, ils voulaient faire entrer les véhicules à Thiès. Et la destination finale était Kidira. Un détournement d'objectif vite déjoué par la douane qui ne cesse de braquer son GPR sur les axes les plus sensibles du pays. À présent, faisons connaissance avec le général Morsec, commandant de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers. Avant d'être promu général en janvier 2019, il a eu à occuper plusieurs fonctions stratégiques au sein de ce corps. Il a 30 ans d'expérience. Son portrait est dressé par Fatou Diouf. Général Morsec, l'homme au parcours riche, premier à être nommé général de brigade des sapeurs-pompiers au Sénégal, le natif de Thiès est tout simplement fier de cette distinction qui honore et valorise davantage le corps des soldats du feu. Né le 15 mai 1962, le général Sec est détenteur du baccalauréat série B. En 1982, il intègre l'Académie royale militaire de Meknès au Maroc, où il a obtenu le DEC en droit. Sur le plan militaire, il a eu le diplôme d'état-major d'infanterie en 1994 à l'école d'application de l'infanterie de Thiès. À Dial Diop, il est diplômé d'aptitude au grade d'officier supérieur, puis d'officier de la filière dépollution et déminage en 2007 au Bénin. Il est également titulaire de brevet national de prévention des risques d'incendie et de panique en 1985 à Paris. De 1989 à 1991, Général Morsec a été commandant de la 21e compagnie d'incendie d'instruction. Des postes stratégiques, il en a occupé. Adjoint du directeur de la protection civile du Sénégal, chef de la division des études, de la formation et de la recherche, inspecteur interne de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers et commandant en second de ce même corps. Il a effectué plusieurs missions à l'international, notamment aux îles Comores, Burkina Faso, Guinée, Koweït, entre autres. Il a aussi participé à la mission du système des Nations Unies sur l'évaluation des capacités nationales en réduction des risques et de gestion des catastrophes. Général Sec, c'est plus de 30 ans d'expérience et de loyaux services, ce qui lui a valu plusieurs distinctions. Il a été élevé au rang de chevalier de l'Ordre national du Lion, officier de l'Ordre national du Lion, médaille d'honneur des sapeurs-pompiers du Sénégal et officier dans l'Ordre international de la protection civile. C'est une unité qui fait la fierté de la 11e compagnie de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers. C'est pour ainsi parler de l'unité d'urgence et de secours des soldats du feu. Une unité qui permet aux sapeurs-pompiers d'effectuer des interventions rapides en cas d'accident. Un dispositif mis en place par les autorités pour administrer les premiers soins aux victimes. Je vous propose de regarder un extrait du film réalisé par nos équipes.
Qu'est-ce qui s'est passé? Non, je venais de... Oui. Il y avait un car rapide là, il y a le camion qui venait se passer entre eux et... L'intégralité du documentaire est à retrouver dans Compte à rebours dans la rubrique Immersion avec Ibrahim Ndong ce soir. Santé, en médecine d'urgence, la perfusion fait partie des solutions vitales administrées aux patients. Avec la nouvelle usine qui produit des perfusions, le Sénégal n'aura plus besoin d'importer plus de 2,5 millions de flacons chaque année, ce qui coûtait près d'1 milliard de francs CFA à l'État du Sénégal. Immersion dans cette usine qui fabrique des perfusions à Bayar, dans le grand format santé signé Ramatadem. Parenterus, une initiative à saluer puisqu'elle va beaucoup servir dans les structures privées et publiques pour administrer certains traitements. Cette usine va fabriquer des solutés massifs. Quand on parle de solutés massifs, nous parlons justement du glucose, du sérum glucosé, 5 et 10%, du chlorure de sodium, du ringer lactate, que les praticiens connaissent très bien, qui sont des produits vitaux de la médecine d'urgence. Un soulagement pour la pharmacie nationale d'approvisionnement qui importait des millions de flacons qui venaient de la Chine, de l'Égypte et autres, des produits lourds pour le transport, ce qui a un coût. Aujourd'hui, vous le savez, rien qu'en 2018, je le disais, nous avons importé près de 2 450 000 flacons pour un coût approximatif de 800 millions. Près d'1 milliard. Et il y a des années où on a importé même plus. Parenterus, une usine moderne et surtout performante qui saura répondre à la demande nationale. Une machine qui est très performante, elle fabrique 2000 flacons à l'heure, ce qui nous permet de fabriquer 48 000 flacons par jour. Donc avec cette capacité de fabrication, on peut aller jusqu'à 12 millions de flacons dans l'année. En plus de produire assez de flacons en un temps record, Parenterus répondra aux standards d'hygiène de l'UMOA et de la pharmacopée européenne. Le net le plus ultra en matière de fabrication de perfusion. Imaginez aujourd'hui des perfusions qui sont remplies en dehors de tout contact avec l'air. Les flacons étant fabriqués à l'endroit même où ils doivent être remplis. Donc ça signifie qu'il y a 0 risque. L'usine est certes en phase test, les ambitions sont déjà tournées vers le marché de la sous-région. Autant les besoins des hôpitaux que les besoins des cliniques privées. En fait, nous, notre objectif, c'est au-delà de délivrer les perfusions au Sénégal, de les vendre également dans la sous-région. Parenterus a pu voir le jour grâce à l'appui financier de l'État, à travers le Fonds 6, le secteur privé avec Duopharm lors des pharmaciens et le secteur bancaire, ce qui conforte la position du Sénégal en tant que hub dans le secteur pharmaceutique. Opération dans le domaine des médias. 3 mois après sa nomination, le directeur général de l'Office de radio-diffusion télévision du Mali au RTM était en visite à la RTS, une visite qui s'inscrit dans le cadre du renforcement du partenariat Sud-Sud. François Sec. Les relations bilatérales entre le Mali et le Sénégal devraient s'enrichir et se renforcer d'un partenariat dynamique. Ce partenariat entre l'ORTM et la RTS va concerner plusieurs domaines. Il y aura des axes de coopération avec la RTS. On veut un partenariat dynamique avec la RTS, car vous le savez aujourd'hui, il faut qu'on arrive à développer le partenariat Sud-Sud, gagnant-gagnant. Priorité de ce partenariat, il y a le domaine culturel par exemple. Le domaine culturel est un domaine extrêmement important. Il y a le domaine également sportif qui peut être très important. Il y a le domaine de l'environnement, c'est-à-dire il y a beaucoup de pistes de partenariat possibles qu'on va essayer d'analyser ensemble. Et partager leur expérience parce que la RTS est très avancée en matière de télévision et en matière de radio. Et il fallait venir voir ce qui se fait en bien et voir comment on peut dupliquer cela au Mali. En visite de courtoisie dans les locaux de la RTS, Salif Sanogo, directeur général de l'ORTM, a apprécié les installations des studios TV1 et TV2, des studios radio et des différentes régies. RTS, une maison que je connais déjà bien, puisque je suis un ancien étudiant du CST et que j'ai
j'ai eu affaire à 2 fois des stages à la RTS. La RTS a fait un grand bond en avant quand je vois déjà les nouvelles installations qui sont en train d'être faites dans le domaine du numérique. La RTS est aujourd'hui dans les pays d'Afrique francophone, en Afrique ici, en tout cas la RTS est à la pointe de la technologie. Et je pense qu'avec tous les changements qui sont en train d'être faits, dans les mois à venir, on va voir une RTS à new look et cela nous intéresse au premier plan puisque nous aussi, on est en plein dans la transition numérique actuellement. À noter que la RTS est suivie dans le monde par des milliers de téléspectateurs grâce à la diffusion de ses programmes 24 heures sur 24. Elle dispose de 5 chaînes de télévision et d'une dizaine de chaînes de radio. L'actualité internationale sous forme de brèves illustrées, nous irons en Algérie, au Royaume-Uni, mais nous démarrons par les États-Unis où s'est tenue une réunion du G5 Sahel. Seydina Alioune Fall pour le reste. Les 5 pays du G5 Sahel ont tenu une réunion ministérielle à huis clos organisée par la France avec les membres du Conseil de sécurité. La force G5 Sahel avait suspendu ses opérations entre juillet et décembre 2018. Elle a mené 5 opérations depuis 2019. Selon son commandant, le général mauritanien Ould Sidi, la force G5 Sahel continue de manquer d'équipements majeurs pour sa mission. Le coût de la création de la force a été estimé à 400 millions d'euros avec un budget de fonctionnement annuel évalué entre 90 et 110 millions d'euros. 6e semaine de manifestation en Algérie. Les Algériens réclament un changement de régime. Ils sont retournés dans la rue pour le premier vendredi de manifestation après la mise à l'écart du président Abdelaziz Bouteflika. Le chef d'état-major a demandé à ce que le Conseil constitutionnel applique l'article 102 afin de déclarer le président inapte à exercer ses fonctions. Une 3e fois, les députés britanniques ont voté contre l'accord de retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne. Par 344 voix contre 286, ils ont rejeté ce vendredi le texte. Le gouvernement britannique a désormais jusqu'au 12 avril pour proposer un plan B aux dirigeants de l'Union européenne. Dans le cas contraire, le Royaume-Uni quittera ses partenaires européens sans accord et sans transition, un scénario qui inquiète les milieux économiques. Retour chez nous pour parler sport. Bonsoir Elachir, notre ami. Bonsoir. Alors, donc place à Vendredi Sport, l'actualité sportive de la semaine et du week-end également. On parlera de football avec le programme de la Ligue 1, mais tout d'abord spécial Olympics. Les athlètes sénégalais sont rentrés d'Abu Dhabi avec de belles moissons. Ouais, une belle moisson de médailles avec notamment plus d'une dizaine, avec notamment 4 médailles d'or. Pour le grand bonheur du ministère des Sports qui avait misé donc sur cette délégation et qui a fort, le ministère donc qui a fort apprécié cette performance. Le directeur de la haute compétition a pris part à la conférence de presse organisée justement par la délégation spéciale olympique. Voici Souleymane Boundaoud Diop que je vous propose d'écouter. J'ai vu des jeunes athlètes qu'on qualifie de déficients intellectuels, mais qui ont eu un comportement qui honore le Sénégal à tous les niveaux. D'abord, leur comportement en dehors des stades. Ils se sont comportés en véritables ambassadeurs. Ils se sont comportés comme des enfants bien éduqués, et ils le sont, bien éduqués, conscients de leur mission, de devoir représenter le Sénégal dignement. Et sur les stades, dans les terrains de compétition, ils se sont comportés en véritables lions. Aujourd'hui, nous pouvons les considérer, nous pouvons les mettre au même niveau d'égalité que les Sadio Mané, que les El Hadji Diouf, que les Amin Mbacké Thiam, que les Amadou Diaba. Parce que ces jeunes-là ont fait preuve de courage, ils ont fait preuve de dignité, ils ont fait preuve de loyauté. C'est-à-dire que toutes les valeurs culturelles et sociales d'un Sénégalais valeureux, d'un Sénégalais patriote, on les a trouvées chez ces jeunes. Voilà pour le spécial Olympics qui était face à la presse de son retour d'Abu Dhabi.
Basketball à présent avec la NBA, San Antonio et Miami ont honoré deux grandes stars de la NBA. Des stars qui sont à la retraite bien sûr, et à l'occasion les maillots de Manu Ginobili et Chris Bosh ont été retirés, notre ami. En quoi consiste cette cérémonie? Alors cette semaine donc les Spurs de San Antonio ont retiré le maillot floqué du numéro 20 de Manu Ginobili, l'ailier argentin qui a donc évolué depuis 16 ans avec la franchise NBA. Manu Ginobili, c'est 4 titres remportés en 2003, 2005, 2007 et 2014. L'inventeur de l'Eurostep a donc joué 1057 matchs. Et puis autre maillot retiré, celui de Chris Bosh, l'ailier fort et pivot des Heat de Miami, double champion NBA en 2012 et 2013. Il a pris sa retraite il y a 3 ans à cause d'une maladie. Chris Bosh a formé avec LeBron James et Dwayne Wade l'un des meilleurs trios de l'histoire de la NBA. Leurs maillots ont donc été retirés cette semaine. Alors le retrait du maillot consiste en réalité, répondre à ma question, oui. Voilà, à retirer le maillot que le joueur a porté pendant les années où il a évolué dans son équipe NBA. Pour le cas par exemple de Manu Ginobili, c'était le numéro 20. Et donc il faut savoir qu'à partir de cet instant, plus aucun joueur de NBA de San Antonio ne portera le numéro 20. Et ça, c'est la première étape pour ceux qui ont été de grandes stars dans leur équipe. La deuxième, c'est ceux qui ont été de grandes stars pour toute la Ligue NBA. Eux, ils seront portés au Hall of Fame. Et on peut penser que pour Manu Ginobili, par exemple, après 19 ans de carrière, ce sera le cas. Inch'Allah. Bien rempli. Ouais. Au football, à présent, et là, Thierno Dramé, championnat national, le championnat donc, qui reprend son cours. On va jouer à la 19e journée ce week-end. Ouais, avec dès demain, déjà, le match qui oppose Niary Tally à Génération Foot, Niary Tally 12e donc face au leader du championnat Génération Foot, match à suivre en direct sur Live TV. Les autres matchs à partir de dimanche, l'Union Sportive de Gorée qui reçoit Mbour Petite Côte, le Stade de Mbour qui reçoit Dakar Sacré-Cœur à Caroline Faye, la Linguère de Saint-Louis face au Djaraf et puis l'AS Pikine face à l'AS Douane. Le Casa Sport qui reçoit sur ses terres le Nyambour de Louga et puis Sonacos, la Lanterne Rouge, va croiser le fer avec le deuxième du championnat, Teungueth FC. Des résultats sur lesquels nous reviendrons, Inch'Allah, le lundi. Lundi, oui, dans Lundi Sport. Alors pour terminer cette page de sport, quelle autre information retenir? Oui, en pétanque, la 10e journée qualificative au prochain championnat du monde, prévu du 2 au 5 mai 2019 en Espagne. Elle va donc se jouer à Rufisque au boulodrome de la place Gabar en doublé choisi avec la participation de boulistes français, mauritaniens, malgaches et comoriens. Le jeu de bouchon sera effectué à 10h par Madiang Hariding, président de Rufisque Pétanque Club. Voilà pour ce mandat de week-end. Merci El Hadji Thierno Dramé. Dernière note de ce journal, le PMU a encore fait des heureux. Un gagnant, un parieur, vient d'empocher 26 millions de francs CFA à l'occasion de la remise du chèque. La LONASE a annoncé la digitalisation du PMU. Hamid Diop. Dakava Gomis marche tout droit vers le succès. Sa constance au PMU a fait de lui aujourd'hui un homme heureux, un millionnaire qui en moins d'une semaine a carrément changé de statut. Je suis vraiment content d'avoir reçu une telle somme. Je remercie le bon Dieu et la LONASE qui m'a permis d'empocher un si gros montant. Et j'ai rapidement reçu mon argent. La loterie nationale sénégalaise a amélioré depuis lors le processus de décaissement au grand bonheur des parieurs victorieux. Elle a aujourd'hui mis sur le marché de nouveaux produits et va bientôt digitaliser le pari mutuel urbain. Mais profitez également de l'occasion pour rappeler à nos souscripteurs que le multi qu'on a lancé il y a de cela quelques jours est sur le marché, il est disponible, il est au niveau de tous les points de vente. C'est un produit qui est très apprécié. Nous allons procéder à une digitalisation du PMU après celle du pari sportif. Donc les parieurs auront la possibilité de jouer au PMU sans se déplacer, sans aller dans les points de vente, en restant chez eux, en restant en tout cas très discret, parce que c'est ça aussi l'objectif, c'est de jouer dans la discrétion, de gagner et de percevoir directement au niveau de leur porte-monnaie électronique.
Écoute, accompagnement, conseil en investissement. Le dispositif d'appui aux parieurs est enclenché pour ce nouveau millionnaire. Voilà, ainsi se referme cette édition, mesdames et messieurs. Merci à vous d'avoir été au rendez-vous. Très bonne soirée sur la RTS1.